Dans le port de Singapour, sous l'équateur, la nuit tombe d'un coup, sans prévenir. Et pourtant, ce pays aime travailler la nuit. La coutume ici est de faire tourner les chantiers sans relâche, 24 heures sur 24. C'est à la nuit tombante que nous avons rendez-vous avec notre premier Français du bout du monde. À la nuit tombée même, car c'est ainsi que M. Petitjean, entrepreneur installé à Singapour, entre en scène. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va sur celui-là ou on va sur celui-là? Le créneau de M. Petitjean, une niche comme il dit, c'est une idée lumineuse. Un astucieux système d'éclairage made in France, ce ballon télescopique vous transforme n'importe quelle pénombre inhospitalière en un halo de lumière aussi doux que les quais de Seine à Notre-Dame. Un ballon comme ça éclaire 7000 m², ça éblouit pas, 360 degrés, c'est assez pratique. Il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées à Singapour. Enfin, je crois qu'on est 4 ou 500 si je ne me trompe pas. Il y a 7000 expatriés officiellement à Singapour. Et c'est un nombre qui va croissant. Ça y est, les droits? Comment devient-on vendeur de ballons lumineux en Extrême-Orient lorsqu'on est originaire de Champagne-Ardenne? Comme le dit M. Petitjean, la vie est un enchaînement de circonstances. Pour nous parler de son parcours dans ce pays où l'on roule à l'anglaise le volant à droite, M. Petitjean nous invite à déjeuner avec ses collaborateurs, non pas chez lui, ce n'est pas la coutume en Asie, mais au food market du coin de la rue. Ça, c'est une omelette avec des huîtres. À Singapour, on ne mange pas chez soi, c'est dans ces grands halls où tous les repas sont pris que l'on discute. Ça fait combien d'années que vous êtes installé à Singapour? Oh, ça fait 23 ans que je suis arrivé en 86, 87. Et en fait, j'avais pas très envie de venir. Je voulais changer de poste en France. Et mon patron de l'époque, il n'a rien trouvé de mieux que de m'envoyer à Singapour. Donc c'était un peu trop loin pour moi. Je me suis posé des questions si j'allais venir ou pas. Et puis je suis parti. Et puis en fait, à cette époque-là, l'économie était très bonne en Asie. C'était la mode. En France, c'était un peu morose. Donc je suis resté ici. Et puis un petit peu pour des raisons sentimentales, parce que j'étais avec Wun Chen que j'ai rencontré et on a décidé de rester ici ensemble. Bon, allez, qui c'est qui veut des jus d'orange? Monsieur Petitjean était venu pour repartir, puis il est resté. La vie a fait que, comme on dit. Désormais, il se fond dans le décor. Mais il est une autre catégorie d'expatriés. Ceux qui, même au bout du monde, continuent à vivre à la française et en famille. Loin du centre de Singapour, nous voici dans un condominium tout près du lycée français, point de repère naturel des familles expatriées. Petit déjeuner avec la famille Piton, installée à Singapour depuis 1 an. On n'a pas les tables de multiplication à savoir en ce moment chez nous. 2 x 9. 6 x 7. 7 x 9. 63. Ah bah dis donc, t'as travaillé toute la nuit? Sur la table, fruits exotiques certes, mais aussi croissants pur beurre. Appartement plus vaste qu'à Paris, personnel de maison. En Asie, le statut d'expat est loin d'être désagréable. Disons, vous le voyez ici, Il y a une liberté qui est plus grande. le climat n'est pas le même. Pour les enfants. Et puis comme on est à proximité du lycée, on n'est pas les seuls à avoir fait ce choix-là. Ici, vous avez à peu près 60 familles françaises qui habitent dans le condominium. Pour François, par exemple, qui a 8 ans et demi, il sort de l'école à 15h30, 15h15, il est à 15h30 ici, il prend son goûter, fait ses devoirs très rapidement. Et 16h, il se retrouve avec 10 enfants français de son âge à faire les 400 coups en bas. Donc c'est ça, donc c'est que du bonheur pour eux. En attendant la piscine et les 400 coups, c'est l'heure de l'école. On est à l'heure ou pas ce matin? Il est 8h du matin, la température est encore très supportable, 26 degrés, et l'école des petits est à moins de 5 minutes à pied. Que demander de plus? L'expatriation chez les Pitons est un art de vivre. Elle consiste à prendre ce qu'il y a de mieux dans le pays d'accueil, tout en cultivant ce qu'il y a de meilleur dans le mode de vie à la française. Ok, tiens Charlotte, je te donne ton sac. Et le lycée français de Singapour est un condensé de France idéal. Ok, un bisou. L'école accueille entre ses vastes murs 1600 enfants de la maternelle à la terminale.
Programme de l'éducation nationale, mais possibilité de classe bilingue et initiation au chinois dès le CE2. Ah, si tous les lycées de France ressemblaient à celui-ci. Taux de réussite au bac de 100%, dont 80% avec mention. Locaux somptueux, stade et piscine olympique privée, qui dit mieux. Les vitres sont arrivées avec... Mais la vraie particularité du lycée, c'est à l'étage de la direction que nous la découvrons. Autour de cette table, Monsieur Piton a rejoint d'autres parents d'élèves. Ce sont eux qui décident des investissements du lycée. Le changement par rapport à la dernière fois, donc toujours avec un grand total en notre faveur de 284 000 $. École 100% privée, régie par la loi commerciale de Singapour, le lycée gère seul aussi bien ses ressources, frais de scolarité 6 000 € par an et par élève, que ses dépenses. Au programme du moment, de gros travaux d'agrandissement. La particularité comme ça à l'étranger, c'est que ces lycées français, ce sont des comités de gestion qui les dirigent. Donc ce sont des bénévoles, ce sont les parents d'élèves qui mettent leurs compétences au service du lycée français. Il y a des architectes, il y a des banquiers, il y a des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est précieux quand il y a des rénovations d'importance comme ça. Là, ce sera la salle, la cour pour les petits. Et ensuite, là-bas, ce sera leur bibliothèque. Le lycée français a été construit à l'origine pour accueillir 1000 élèves. Et nous avons un tel accroissement des effectifs ces dernières années que nous avons décidé d'étendre le lycée pour accueillir 2000 élèves dès la rentrée prochaine. Doublement des effectifs. Le lycée français de Singapour reflète l'augmentation spectaculaire de la présence française dans cette partie du monde. Autre cieux, autre lieu, autre vie d'expatriés. Après Singapour, nous voici dans le désert de Jordanie, au Moyen-Orient. Et disons-le tout net, la vie des Français que nous allons maintenant découvrir ne ressemble en rien à ce que nous appelons métro, boulot, dodo. Jean Brunet a 30 ans, il vit ici depuis 5 ans et son quotidien, c'est le grand air et les vieilles pierres. Donc moi je vis à Amman. Donc tous les matins, on a 45 minutes de route. Et on arrive ici à Gerach, été comme hiver. Lorsqu'il était au lycée, en Normandie, Jean avait des talents de footballeur. Il suivait une section sport-études pour devenir pro. Mais un beau jour, il a annoncé à ses parents qu'il voulait voyager et qu'il allait choisir un tout autre métier, tailleur de pierre. Alors là, on rentre sur le temple de Zeus, qui est le temple sur lequel je travaille depuis maintenant 5 ans. Voilà, donc le temple de Zeus qui se trouve au cœur de la cité antique de Gerach. Il est 7 h du matin. La journée de travail de Jean commence à 1000 lieues de sa Normandie natale et des cathédrales gothiques au flanc desquelles il a appris son métier, et avec des collègues jordaniens et palestiniens que Jean a formés lui-même à ce geste millénaire. Mon école était en Ille-et-Vilaine, à côté de Saint-James, tout près du Mont-Saint-Michel en fait. J'ai appris sur le granit en fait. Et mon maître d'apprentissage, parce qu'on appelle ça un maître, était à côté de Caen, près de Bayeux. Au début, c'était difficile pour nous de travailler avec des étrangers. Problèmes de langue, traditions différentes, cultures différentes. Mais année après année, ça s'est amélioré. Nous avons compris comment travaillent les Français. Maintenant, ça va. Donc là, on arrive à la maison, en fait, on va appeler ça un peu la maison des archéologues, des Français, en fait. Donc là, vous avez donc l'équipe de Gerach, donc Christelle Marc, architecte, qui est la responsable du chantier de restauration du temple de Zeus. Olivier, qui est tailleur de pierre, même métier que moi, qui arrive des Vosges, voilà, et qui est en train de faire son compagnonnage, son tour de France. Et, qui est Tour de ici. France en Jordanie. Ouais, c'est un peu... Ouais, alors ça, Olivier, c'est une étape. Une étape dans la vie, une étape pour se construire. Pour la jeune équipe française, le remontage d'une colonne entière du temple de Zeus à l'autre bout du monde est bien plus qu'un simple travail archéologique.
c'est un tremplin. Quand on restaure des cathédrales en France, on travaille sur des modules qui sont beaucoup plus petits. Ici, la dimension est stupéfiante. Et comme dans la légende de la tour de Babel, chacun baragouine ici la langue de l'autre. Apparemment, nul besoin de plus pour se comprendre et accomplir de belles choses ensemble. Encore un petit peu. Ok, maintenant. Nul ne sait où seront demain Jean le bas normand, Olivier le rasta des Vosges et Christelle l'architecte, française née au Maroc. Mais eux n'oublieront certainement jamais ce que ces années passées sur le site de Jerash en Jordanie leur aura appris. Preuve que non seulement les voyages forment la jeunesse, mais qu'ils peuvent aussi forger un avenir. En fait, très jeune, dès que j'ai eu l'autorisation de mes parents, j'ai commencé à voyager avec mon sac à dos, mon argent de poche. Le hasard, en fait, m'a amené à traverser la Jordanie, la Syrie et le Liban. Pour moi, ça ne coûte pas de faire ça. Au contraire, c'est plutôt une chance incroyable de partir avec son sac à dos, de rencontrer d'autres gens. Et effectivement, si je n'avais pas fait ça, ben, j'aurais pas découvert, j'aurais pas rencontré ces gens, j'aurais pas découvert ce pays. Et je pense que jamais je n'aurais travaillé ici. Jean aime le dépaysement, alors il nous invite à le suivre. Direction le désert. 4 heures de route vers le sud, loin d'Amman, la capitale jordanienne, nous voici dans le désert du Wadi Ram, au pied d'une montagne que Laurence d'Arabie nommait les 7 piliers de la sagesse. C'est là que Jean a fait la connaissance d'une femme française qui est allée beaucoup plus loin dans le dépaysement, le déracinement absolu. Alors là, on va arriver chez Anne, en fait, qui vit depuis 5 ans et qui est ici et qui est mariée avec un bédouin. Et ouais, on est au bout du monde. Au bout du monde, ou en tout cas pas loin. Salut! Anne, dont les parents vivent à Grenoble, s'est mariée à Matar, dont les parents sont membres d'une tribu bédouine. Donc Matar, le mari d'Anne, qui est bédouin, du Wadi Ram. Voilà. Que dire de plus? Qu'ils ont des enfants et qu'ils ont l'air heureux. Je pense que dans le choix qu'on a fait tous les deux, celui qui a eu le plus à aller contre quelque chose, c'est Matar, c'est pas moi, parce que en France, mes parents ont toujours été ouverts sur mes choix de vie. Matar a quand même dû imposer quelque chose qui sortait complètement de tout ce qui a été vécu dans la tribu. Moi, quand je suis arrivée dans cette tribu, qui est assez fermée, j'ai tout de suite compris que j'avais rien à leur apprendre, mais que c'était tout l'inverse, quoi. En fait, il nous a fallu être très patients pour pouvoir comprendre la culture de l'autre, la culture française pour moi et la culture jordanienne pour elle, surtout la culture bédouine. Mais vous savez, ma femme est très douée. Aussi troublant soit-il, ce choix de vie radical ne doit pas être interprété comme une fuite. Anne et Matar vivent avec leur temps. Ils voyagent et surtout ils ne perdent pas le nord. Au milieu de leur désert, ils ont bâti un village de toile tout confort pour accueillir des randonneurs du monde entier. Donc tu vois, là on a les 2 lits. Oui, elles sont tous comme ça. Avec des tissus un peu traditionnels. Tu peux accueillir combien de personnes là? 2 par tente. On va pas plus loin que 40 pour garder quand même... Ouais, que ça soit toujours agréable, quoi. Oui. Les touristes sont de plus en plus nombreux à chercher de nouveaux frissons à l'écart des grands clubs de vacances surpeuplés. Anne et Matar ont imaginé leur proposer de partager le temps des vacances, la vie qu'ils mènent ici, dans le désert. Le matin, les gens se réveillent et c'est... On est où? On est dans le désert? Oui, parce que là, tu as vraiment quand même la sensation d'être... Enfin, et tu l'es d'ailleurs. Ouais. Ouais, là, c'est hallucinant, la vue ici. Une vie aventureuse au milieu du désert de Jordanie, avouons-le, ce n'est pas tout à fait le projet de la plupart d'entre nous. En revanche, apprendre que l'on est nommé à l'étranger peut surgir à l'improviste dans la vie de tout un chacun, sans qu'on y soit préparé. Retour à Singapour. Que se passe-t-il dans la vie d'une mère de famille le jour où elle débarque ici pour la seule raison qu'elle suit son mari nommé à l'étranger par l'employeur? Ce matin-là,
Aux abords de ce temple bouddhiste, un groupe de Françaises en visite guidée. Des touristes? Non. Des épouses d'expatriés. Singapour est souvent la tête de pont des multinationales françaises. Leur mari, fraîchement nommé pour 2 ou 3 ans, est dans la banque, le pétrole, l'industrie pharmaceutique. Elles ont dû soudain tout plaquer pour venir ici, où tout est nouveau, où tout est différent. Les moines bouddhistes, quand ils vont à l'étranger, dans un autre pays, quand ils vont dans un monastère, ils sont chez eux. Ils ne sont pas perdus. Ces dames font leur premier pas dans une nouvelle vie. Mais nos Françaises sont loin d'être seules. Un peu comme un jour de rentrée des classes, il y a les prénoms écrits pour apprendre à se connaître. Il y a surtout Emmanuel de l'Association des Français de Singapour pour leur tenir la main. Tout est fait pour éviter de laisser les nouvelles plonger seules dans le bain inconnu de l'expatriation. L'étang de lotus, il a des poissons dedans. Il y a des femmes qui suivent, mais qui lâchent beaucoup de choses, qui le font plus pour faire plaisir au mari en se disant pourquoi pas, alors qu'il y en a qui sont extrêmement motivés à la base. Et je dirais que le degré de motivation est un facteur très important sur effectivement le degré de la réussite de l'expatriation. Emmanuel de l'Association d'accueil des Français va poursuivre chez elle l'initiation des néophytes. Merci d'être venues à toutes. Je vous propose qu'on commence. On va faire un tour de table. Vous êtes toutes nouvelles ici. Donc moi, c'est ma première expatriation. Donc on est arrivé mi-août avec nos 2 filles. Je suis arrivée à Singapour au mois d'août et je suis mon mari, tout simplement. Ça fait 2 mois que je suis ici, donc ça fait pas tellement longtemps. Et je viens de Rambouillet, voilà. L'idée, c'est d'aborder plusieurs thèmes. Logement, personnel de maison, banque, santé, transport, conduite, travailler et autres activités. Premier thème, embarrassant pour toutes celles qui n'en avaient pas l'habitude dans leur vie d'avant, avoir du personnel de maison. Ici, il y a une bonne à demeure, mais comment lui parler ? Je suis allée au supermarché. Déjà, elle me regarde en me disant « Vous y allez toute seule ?» Je dis « Ben oui, vous voulez pas que je vienne avec vous, mais vous allez y arriver ?» Et ben je dis « Ben oui, quand même, je vais y arriver. » Après, ça continue, je reviens, je porte mes sacs, et elle revient me voir et elle me dit « Madame, est-ce que je fais mal les choses ?» Je la regarde et je dis « Ben non. » Elle me dit « Mais pourquoi vous portez les sacs? C'est à moi de le faire. Si vous le faites, ça veut dire que je ne le fais pas bien. » Je préfère vous prévenir parce qu'effectivement, on a des surprises. Autre surprise, les nouvelles découvrent que même avec une vie matériellement confortable, le premier des enjeux ici, c'est déjà d'éviter de déprimer, à force d'attendre son mari qui travaille beaucoup. De rester chez soi, honnêtement, tu peux t'occuper chez toi, on a toujours des choses à faire dans une maison, mais au bout d'un moment, tu satures parce que tu tournes autour de toi. Bon, j'aime bien que la maison soit bien entretenue, mais il y a des limites. Et c'est vrai que faire que ça, donc là, c'est un petit peu dur. Ouais. N'hésitez pas à sortir le soir entre femmes. Ça se fait beaucoup ici. Nos maris sont absents, ne dites pas « Ah non, je ne peux pas. Mon mari n'est pas là. » Et bien justement, il n'est pas là. On profite. Profite. Tu peux garder. Tourner le dos au train-train quotidien, voilà la solution. Et ce n'est pas Madame Piton, la spécialiste de l'expatriation réussie, qui démentira. Elle, qui a déjà à son actif 5 séjours dans 5 pays d'Asie, s'invente chaque fois des passions nouvelles. On change de pays, je refais un autre boulot. Donc, formation, j'ai fait l'implantation de poils de chameau de Mongolie. J'ai ouvert une cave à vin, j'étais la représentante de vin français sur le Vietnam. J'ai monté des courses de bateau. Voilà, donc à chaque fois, c'est des événements, des petites choses courtes, histoire de se sentir un peu vivant quoi, dans ce qu'on fait. Et puis là, c'est Singapour. Ouais. Donc, plein de petits projets dans la tête. Quelle activité se trouver lorsqu'on est mère de famille débarquant dans un pays inconnu? Madame Piton, elle, a une recette, l'audace. Ce soir-là, elle met les pieds dans un univers nouveau, le milieu artistique. Mais peu importe, l'expatriation, ça donne des ailes. Ça, c'est Tapram, le temple Tapram. En arrivant, Madame Piton a découvert que cette ville obsédée par le business ne s'intéresse pas qu'à l'électronique, mais aussi au commerce de l'art. Ici, il y a des lieux et ils cherchent à remplir ces lieux. Donc je voudrais faire un peu ce pont, cette passerelle, surtout français essentiellement. Là, nous sommes dans des galeries plus axées sur des artistes américains, mais je voudrais essayer de travailler pour eux. It's me. Hello.
Madame Piton n'est pas encore tout à fait une grande spécialiste. Il faut les apprendre par cœur, les noms. Hein. C'est pas mal. Mais elle est passionnée, et c'est bien connu, l'impossible n'est pas français. Le lendemain, la voici partant à l'assaut des docks sur l'immense port de conteneurs, avec une petite idée derrière la tête et son sourire pour seule arme. Son petit doigt lui a dit que Singapour cherche à devenir une nouvelle place forte du grand circuit mondial des collectionneurs. Pourquoi ne pas tenter une percée pour se placer? So, this art. Oui, oui, ce sont des tableaux. Rendez-vous avec un marchand. To explain to you what me I would love to do. This place is very nice. So I would love to be a good help if you are. We can look at the few options, you know. Me, I like to make bridge. Yes. I'm gold for public relations with the people. What we want to do is. Ce que nous essayons de faire, c'est de prospecter de nouveaux marchés, comme le marché européen. If we can convince them. Si vous pouvez convaincre des galeristes de venir exposer ici, alors ils n'auront qu'à payer le transport. Nous, on fera cadeau du stockage. Même la salle d'expo est offerte. Et s'ils réussissent à vendre, alors on partage les bénéfices. Notons au passage que le French accent from Paris ne semble pas être un handicap insurmontable. Il faut arrêter d'avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur. Il faut y aller, quoi. Il faut faire sa propre expérience et puis le monde s'ouvre à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, ça, j'ai ça en moi et c'est mon petit moteur. Il faut y aller, il faut sortir de sa coquille, dit Madame Piton. S'il y a un trait commun parmi la multitude des Français de l'étranger, c'est bien celui-ci. Comme nous allons le découvrir en rencontrant une autre mère de famille dont la vie a été transformée par son départ à l'étranger. Encore un de ces destins que la vie au bout du monde peut réserver. Encore une femme partie de France il y a 13 ans en tant que simple épouse de son mari muté. Un beau jour, Nathalie a osé chanter. Un beau matin, Nathalie a décidé de vivre ici ses rêves de petite fille. Elle qui était autrefois en France représentante en matériel médical de radiologie, s'est rêvée à Singapour comédienne, metteuse en scène, productrice de spectacles. Elle a poussé la porte d'un théâtre et dans ce monde nouveau qui enlève complexe et inhibition, son rêve, oui, est devenu réalité. C'est un théâtre qui fait à peu près 400 places. Et c'est le théâtre où j'ai fait mes tout premiers spectacles, en fait. Et je vais faire le prochain. J'ai fait un spectacle sur Edith Piaf, un spectacle basé sur les chansons de Jacques Brel. Et le prochain, ça va être un Singapourien à Paris. J'adore cette salle, elle est magique, elle est superbe. My hands will start to shake again when you remember all the pain. Matilda's come back to me. I'm waiting for Madeleine in front of the picture show every night at 10:30. Madeleine, she loves. Sans faire offense au talent de Nathalie, il n'est pas certain que ces comédies musicales révolutionneraient la scène parisienne. Mais Paris est loin, justement. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc j'ai pu faire des choses intéressantes sur scène, d'abord en tant qu'amateur, et ensuite j'ai pris des cours, je suis devenue professionnelle en tant qu'actrice, et après j'ai monté des spectacles, et voilà, et aujourd'hui c'est mon métier. Déjà j'ai connu le parfum de la... En fait, on m'a laissé le temps d'apprendre. Jamais à Paris on m'aurait laissé chanter, mettre en scène, produire, parce qu'il y a des tonnes de gens à Paris qui sont beaucoup plus compétents que je l'étais à ce moment-là. On peut le dire, l'ère de Singapour a transformé la vie de Nathalie. Je ne veux pas travailler. Cette mère de 2 enfants, devenue grand, s'est prouvée à elle-même que partir au loin, ce n'était pas forcément pour se cantonner au rôle d'épouse au foyer, de cadre expatrié. Il y a une espèce d'ambiance positive qui nous entoure. Passons dans des pays qui se développent de façon économique, au niveau social, au niveau artistique. Donc on se dit toujours que demain sera mieux qu'aujourd'hui et que donc quand on se lance dans quelque chose,
n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, c'est pourquoi ça ne marcherait pas. Alors qu'en France, on a plus l'impression de se dire, mais tiens, pourquoi ça marcherait? La France, parlons-en. Car à ce moment du voyage, une question nous démange. Tous ces Français du bout du monde, comment nous voient-ils, nous, les Français de France, nous et tout notre folklore tricolore? Choisissons de poser la question à cet autre Français exilé qui fait son tai chi chaque matin à 7 h et que nous nous permettrons d'appeler l'ancien. Gilles Massot, 30 ans d'Asie, un record. Natif d'Aix-en-Provence, devenu artiste à Singapour. Alors, comment voit-on la France lorsqu'on n'y vit pas? C'est un pays tellement beau, mais tellement... Ah, si seulement il n'y avait pas les Français qui se plaignent. Je crois que c'est un pays qui a une chance... Bon, c'est un pays qui a une chance énorme. Il y a un nombre d'atouts incroyables. Et en même temps, bon, il y a une espèce de pesanteur, Pas très glorieux, mais les Français de l'étranger sont unanimes pour dire qu'ils sourient davantage que les Français de France, qui font la gueule. Mais du haut de ses 30 ans d'exil, Gilles Massot veut surtout nous montrer autre chose. L'école des beaux-arts où il enseigne. Ici, toutes sortes de sourires venus du monde entier se côtoient. Hello. I'm fine. You're back here. Bonjour, bonjour. Les cours que Gilles dispense ici ne sont ni européens, ni asiatiques, ni américains. Ils sont métis. Gilles à Singapour serait-il le pionnier de ce que nous serons tous demain, des citoyens du monde? Je me suis complètement identifié. Bon, j'ai vraiment plongé dans la culture locale, hein, d'une manière que peu d'expatriés ont fait. J'ai beaucoup d'amis singapouriens qui disent que je suis plus singapourien que eux. Et puis en même temps, bon, il y a une partie de moi-même qui est complètement française. Hein, je parle toujours avec un accent français très fort dans mon anglais. Donc mes racines, là d'où je viens, ça reste vraiment très profond. C'est vraiment ancré dans ce que je suis. Conclusion, même après 30 ans d'exil, lorsqu'on est né à Aix-en-Provence au pays des cigales, on les emporte avec soi pour la vie entière. Retour en Jordanie. Jean, notre tailleur de pierre né en Normandie, veut à présent nous faire découvrir l'une des merveilles du monde où ses pas l'ont conduit. Ce passage étroit dans la roche illustre parfaitement son cheminement dans la vie. Un long canyon au milieu du désert, avec au loin la lumière. Pétra, la cité de pierre, sculptée dans la montagne il y a 2000 ans. Jean se souvient parfois que la veille de passer son bac, il avait préféré prendre son sac à dos et partir faire un tour d'Europe. Il ne l'a jamais regretté. Il n'aurait peut-être jamais vu Pétra. C'est un rêve de tailleur de pierre. Ah ouais, c'est plus qu'un rêve, c'est un accomplissement. Et puis de se dire que ça a 2000 ans, et que c'est encore là, et puis de se dire aussi que je travaille ici, dans ce lieu magique. Ça mélange exactement ce que j'attendais de ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Je voulais exercer mon métier, mais à l'étranger, dans la découverte. Je voulais pas rentrer dans la monotonie. Donc là, je lis tout ce que j'aime, en fait. Ne pas rentrer dans la monotonie, difficile ici de faire mieux. Mais toute médaille a son revers. Si la vie de Jean, loin de sa terre natale, est un accomplissement, cela suppose un sacrifice, celui d'être éloigné de sa propre famille. On pense au choix qu'on a fait, qui est parfois égoïste, justement, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des gens qu'on aime, parce qu'on ne vit plus à leur côté. Même si aujourd'hui, au XXIe siècle, il est très facile de communiquer, Internet, le téléphone, on n'est pas là, en fait. Et moi, en tant que fils, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais j'ai toujours cette peur de ne pas être présent si mon père tombait malade, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et puis aussi, je ne les accompagne pas dans leur vie au quotidien. Même si je reviens 1 à 2 fois par an, il y a des étapes qui me manquent. Et du coup, on se sent un petit peu toujours en retrait ou à côté.
Les parents, la famille, la vie d'avant, bizarrement lorsque tout s'éloigne, tout prend un relief particulier. Alors forcément, certains soirs, fredonner une rengaine chinoise vous rappelle soudain un vieil air du pays. Mon cœur qui... que je l'aperçois, alors je sens... Ces soirs-là, brutalement, nos Français du bout du monde se sentent vraiment au bout du monde. Et tous nous l'ont dit, tôt ou tard, il faut savoir rentrer. Telle est une autre des lois de l'expatriation. La France, on la quitte, on la déteste, on la critique, mais la France, ça finit par vous manquer. Mont-Saint-Michel. Le cidre, le calvados, c'est assez émouvant. La Normandie, le camembert, alors, voilà, forcément, la bouffe. Je crois que le moment où on commence à se dire, est-ce que je reste là par facilité? Est-ce que je reste là parce que je suis bien, mais bon, j'ai fait le tour, mais en même temps j'ai peur de rentrer. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors là, il est temps de rentrer. Notre voyage s'achève. 2,5 millions de Français vivent hors de France. Combien d'entre eux sont heureux? Nous dirons, comme dans les publicités, que 100% des Français du bout du monde qui sont heureux sont ceux qui, un jour, ont tenté leur chance.